Non! Reposez mon portrait! Et mon service de Sèvres! Mais enfin, qu'allez-vous en faire? Un musée? Qu'est-ce donc que cela? Vous voulez dire un endroit où les gueux et les manants vont pouvoir voir mon portrait? Eh oui, il faut remercier Madame la Comtesse pour sa contribution pas tout à fait volontaire. Le principe de la démocratisation du savoir, et notamment dans le domaine artistique, est un événement qui date de la Révolution française. En effet, encore une fois, la France va servir de modèle et de rayonnement au monde entier. Et on aurait pu inscrire dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « Tout homme né libre et égaux en droit » et rajouter et a désormais le droit d'avoir accès à l'art, au savoir, quelle que soit son origine et sans aucune distinction. En gros, c'est toi plus moi égale tout le monde a accès à l'art. Alors, pourquoi s'en priver? Amusez-vous! Tout le monde s'imagine qu'un musée est un endroit barbant, où on fait la queue pendant des heures et où on voit plein de gens en tongs et en short. Eh ben, c'est pas vrai. Un musée est un lieu plein d'énergie, plein de vie, qui raconte des histoires. On peut voyager dans le temps, on peut voyager dans le monde à travers les arts aborigènes. Je me retrouve dans un couloir en Australie et dans un autre couloir, je me retrouve en Afrique. Je passe du XIIe siècle au XVIIIe siècle. C'est un endroit merveilleux. Il faut juste savoir le découvrir et pas aller uniquement sur les œuvres phares. Je vous propose donc de découvrir l'histoire des musées de façon pas tout à fait rasoir. Vous allez me dire, si la Révolution a été le déclencheur du musée, qu'est-ce qui se passait avant? Où se trouvaient les œuvres? Est-ce qu'elles étaient accessibles? Eh bien non, elles n'étaient pas accessibles à la majorité des personnes. Les œuvres étaient détenues par des collectionneurs privés et une seule personne pouvait posséder des milliers d'œuvres, aussi bien en peinture, en sculpture que dans les arts décoratifs. Je vous prends pour exemple Mazarin, qui errait pour l'anecdote la veille de sa mort dans les couloirs du Louvre en disant « Mais comment est-ce que je vais pouvoir laisser tout ça ?» Il a finalement légué tout ça au roi. Mais cela travaille déjà une certaine personne qui s'appelle le comte d'Angivilliers. Le comte d'Angivilliers, personnage clé qui luttera tout au long du XVIIIe pour essayer de créer ce fameux musée. Il n'y arrivera pas, mais l'idée se développe. Ensuite vont arriver les travaux d'Hubert Robert. Hubert Robert, que vous connaissez très bien en fait, et qui commence à fantasmer d'ouvrir la grande galerie du Louvre et d'y mettre les œuvres phares. Vous allez me demander, pourquoi toujours la grande galerie du Louvre? Tout simplement à cause de ces verrières. Ces verrières permettent un éclairage naturel et la taille permet d'entasser les œuvres. Dès la Révolution, toutes les collections du clergé. C'est quoi le clergé? Ah, c'est les curés. De la noblesse et de tous ceux qui veulent s'exiler sont réquisitionnés. Et là, on décide de les mettre dans la grande galerie. Mais bon, c'est une première tentative et on est surpris de voir le public se bousculer à tel point que le musée devient un des lieux les plus fréquentés, un lieu huppé à la mode. Quand on se balade aujourd'hui dans un couloir vide, il faut savoir qu'à l'époque, la grande galerie était blindée de monde. Il y a du monde comme quand? C'est les soldes? Dans les magasins? Oui, c'est ça, un peu comme pendant les soldes.
L'exemple de la France va aller au-delà de ce qu'on espérait et va rayonner à travers le monde. Les Pays-Bas, la Russie, c'est le moment où les grandes collections royales impériales vont se créer. Il s'agit d'une mission d'ordre public désormais. Tout État doit se doter d'une institution destinée à éduquer la population. Bref, comme vous l'avez compris, un musée, ça ne se visite pas, ça se vit. Alors, dépêchez-vous d'y aller. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux sur la première vidéo sur la Joconde. Vu les questions que vous m'avez posées sur Facebook et l'intérêt que vous avez porté, j'ai décidé de travailler la prochaine vidéo sur ce qu'on appelle la Joconde autrichienne, c'est-à-dire le portrait d'Adele Bloch-Bauer par Klimt. Merci, merci, merci et je vous retrouve à la prochaine vidéo.